Au pays de la rumba, un autre art continue de tracer son chemin avec discrétion mais constance, la bande dessinée. Dans cet univers où l'image raconte autant que les mots, une figure s'est imposée au fil des décennies comme une référence incontournable. À travers son parcours, Barli Barouti, peintre, dessinateur, bédéiste et promoteur culturel, incarne l'idée qu'un rêve nourri par le travail et la persévérance peut devenir une véritable œuvre de vie. Les noms, les sobriquets ou les pseudonymes Barli Barouti viennent du fait que j'ai contracté Barouti et Lilela, ça fait Barli. Et comme j'aime me répéter, Barli Barouti. Donc Barouti Kandolo Lilela, c'est assez controversé parce que Barouti c'est baroud, c'est poudre de chasse, baroud. C'est d'ailleurs de là que viennent les baroudeurs, les barouds d'honneur et ainsi de suite. Donc ça a des consonances arabes, Barouti. Kandolo, ça veut dire tout simplement agneau, mouton. Ça veut dire déjà, c'est contradictoire. Barouti, c'est fougueux. Kandolo, c'est timide. Lilela, c'est émotionnel, c'est lui qui pleure tout le temps. Voilà, Barouti Kandolo Lilela, c'est toute une histoire. On me dira que nous venons du Maniema, mais je sais que je suis plutôt Lokele. Je suis de la Chopo, de Kisangani. Mais on nous dira qu'avec les migrations et tout ça, on serait plutôt venu de l'Est. Né dans un environnement propice à la création, fils de peintre et passionné très tôt par le 9e art, il découvre dès son adolescence les possibilités qu'offre le dessin. À seulement 13 ans, il remporte un concours international, une distinction précoce qui vient confirmer une vocation déjà profondément ancrée. Dès lors, la bande dessinée ne sera plus seulement une passion, mais le fil conducteur de toute son existence. Dans la famille, mon père était un peintre, un grand peintre. Il fait partie des grands peintres de l'époque. Il y avait Pili Pili du côté d'Elisabethville. Il y avait au niveau de Stanleyville, c'était mon père qui faisait partie de l'école de Stanleyville, David Kandolo, et on l'appelait David Livingstone. Alors, avec son ami Kaloumé, ils étaient deux à Kisangani pour représenter l'école de Stanleyville. Comme il y avait l'école de Bujumbura, l'école d'Elisabethville, donc Lubumbashi. Donc il y avait un peu de tout ça. Et ma passion de la bande dessinée venait plutôt du fait que nous étions dans nos écoles, on lisait déjà les Spirou, les Tintin, surtout les journaux Spirou et les journaux Tintin. C'est de là que j'ai pris mes repères. Et mes repères, c'était DJ, c'était des gens comme Herman, c'était des gens comme Edan. Voilà, ce sont des gens qui paraissaient dans les journaux de Tintin et dans les journaux de Spirou. Ce n'est que plus tard que j'ai pu voir qu'il s'est passé des choses à Kinshasa aussi, parce que je suis né et grandi à Kisangani. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'ouvrir un peu. J'ai appris qu'à Kinshasa, et puis le Jeune pour Jeune est arrivé, et ainsi de suite. Ça, c'est bien après. Alors, quand on me pose la question de savoir si j'ai fait l'académie, j'ai dit toujours que j'ai fait l'académie de mon père. Alors, on me dit, ah, donc vous êtes autodidacte. Je ne suis pas autodidacte. Je suis un étudiant de mon père. Parce qu'avec mon père, j'ai tout appris. Plus que je n'aurais appris dans une école d'art. C'est quoi l'école? L'école, c'est d'arriver à appréhender ce qu'il y a de meilleur chez quelqu'un, chez un maître. C'est d'arriver à l'appréhender. Mais une fois que vous l'avez, attention maintenant, faites confiance à votre être, ce que vous sortez de vous-même d'abord. Mais seulement, vous arrivez à vous mettre dans un certain diapason
qui vous aide à vous aligner sur d'autres qui ont fait mieux que vous. Mais après viendra votre école propre. Les gens qui vont s'identifier à vous parce que vous avez pris des choses de certaines personnes que vous avez appréciées et vous avez ajouté ça dans votre ligne directrice. Ceux qui ont croisé sa route gardent le souvenir d'un artiste rigoureux et profondément engagé dans son art. Le caricaturiste Tembo Cash, figure majeure de la scène congolaise, se remémore encore leurs rencontres ainsi que les collaborations qui les ont unis. Des échanges qui témoignent d'une époque, mais aussi de la place singulière qu'occupe Barli Baruti dans l'histoire contemporaine de l'art graphique congolais. Alors, Barli Baruti, je les connais depuis mes années collège. À la fin, comme j'étais un gros lecteur, je lisais une revue de l'époque. C'était une revue française, Kalao, où il y avait de la BD. Et lui produisait à chaque numéro une planche de ces personnages Moutei Mapeka. Et après, j'ai su que c'était un Congolais qui vivait avant à Kisangani et qui travaillait maintenant à Kinshasa. Là, j'étais encore à Beni où j'ai fait mes études. Et donc, quand je suis venu à Kinshasa pour faire le Beaux-Arts, j'ai eu l'opportunité de le voir. Il était venu rendre visite à des connaissances à lui à l'Académie des Beaux-Arts. On a été présentés. Et en 90, avec d'autres partenaires, il a organisé un concours de BD que j'avais eu l'honneur de gagner. Et donc, il m'avait demandé de rejoindre son équipe parce qu'ils étaient en plein préparatif du premier salon africain de la bande dessinée et de la lecture pour la jeunesse. C'était en 90 et les salons avaient lieu l'année d'après, c'est-à-dire au mois d'août de 1991. Donc, j'ai adhéré à l'association et voilà. Je les connais depuis cette époque et on ne s'est plus jamais quitté. C'est vrai que quand il est allé s'installer en Europe, on s'est toujours revu, que ce soit ici à Kinshasa ou en Belgique. Et on a beaucoup collaboré. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Au point où on a commencé à dessiner ensemble. À ces jours, je crois que nous avons réalisé 4 bandes dessinées ensemble. 4. Au fil des années, sa quête personnelle est devenue une aventure collective. En poursuivant ses ambitions, il a ouvert des perspectives à de nombreux artistes, suscité des vocations et contribué à l'émergence de nouvelles générations de créateurs. En fait, Barli Baruti, c'est une icône de la bande dessinée congolaise. Bon, c'est vrai qu'on a souvent tendance, c'est à la mode de dire icône, mais là, ça prend tout son sens parce que c'est quelqu'un qui a porté la bande dessinée congolaise à un niveau que nous n'avions pas avant son arrivée dans ce métier, puisqu'il a apporté un standard qui a su se défendre à l'international, un regard sur le plan de l'industrie de la bande dessinée congolaise qui a révolutionné beaucoup de choses. Et c'est cet artiste que, en tout cas moi, en tant que jeune garçon qui a grandi dans les années 80, je regardais à la télé et en rêvant de faire le même métier que lui, puisque je me souviens qu'il passait dans l'émission de Wamushala Kamba sur la télé Zaïre à l'époque. C'était Barza. Et dans l'émission Barza, il présentait déjà pas mal de ses projets de bande dessinée, notamment Mouta et Mapeka. Il faisait des dessins en direct à la télévision. Et c'était vraiment un invité régulier de cette émission, si bien que nous-mêmes, en tout cas moi-même, j'étais devenu un téléspectateur fidèle de cette émission par Barli Baruti. Et donc il m'a inspiré. Puisque c'était en fait, je lisais beaucoup de bandes dessinées, franco-belges,
Tintin, Gaston Lagaffe, Spirou, etc. Je lisais aussi beaucoup de bandes dessinées chrétiennes, les Samsons que nous avions et d'autres bandes dessinées qui racontaient nos contes, tels que Mikombe les démons et voilà. Et puis avec Barli Barouti, en fait, je m'étais rendu compte qu'en fait, on pouvait faire une bande dessinée qui ressemblait à ces BD que je lisais qui venaient de France, de Belgique, etc. Et pour moi, c'était assez... c'est pas un complexe, hein, c'est pas un complexe, mais pour avoir été nourri par cette bande dessinée, bah, c'était une référence. Et pour moi, je voyais un Zaïrois à l'époque qui faisait une bande dessinée qui ressemblait à ce que je lisais de France, de Belgique, de Suisse, etc. Et c'était extraordinaire, quoi. Et à ce moment-là, je pense que beaucoup de notre génération s'étaient dit ben, on peut aussi faire la même chose. Et donc en cela, pour moi, Barli, c'est une icône. Et dans sa manière de porter, d'aborder le dessin, la narration, il y a quelque chose de différent. En tout cas, il y avait quelque chose de différent de ce qui se faisait à l'époque. C'est quelqu'un qui pouvait être lu et compris dans le monde entier. Rien que par le dessin, sans forcément qu'il y ait le texte, sa manière de raconter les choses. Voilà. Tout ça fait que, pour moi, Barli, c'est une icône. Il a un regard particulier, une sensibilité artistique qui, moi, me touche beaucoup. Voilà. Pionnier assumé, il a surtout fait de ses œuvres un espace de valorisation des cultures congolaises et africaines, permettant à des lecteurs de divers horizons de découvrir des récits ancrés dans les réalités du continent. Cette singularité artistique est également reconnue par ses pairs. Tembo Cash souligne notamment la maîtrise technique de son travail, la précision de son trait et cette identité visuelle immédiatement reconnaissable qui caractérise les grands artistes. Autant d'éléments qui participent à sa reconnaissance dans le paysage artistique africain et international. C'est une icône de notre bande dessinée, non seulement congolaise mais africaine. C'est vrai que notre bande dessinée a commencé plus tôt, puisque moi je dirais que lui il est de la deuxième génération, puisqu'il y avait les Mongita et tous ces pionniers des éditions jeunes pour jeunes, c'est-à-dire les Pamabila qui est encore là, Boyao qui est parti, et d'autres, Samalukombo. Lui, il est venu après, donc à la fin des années 70, début 80. Et il y avait aussi Mongo Sissé dans les années 70 avec Matamate Pilipili. Et notre bande dessinée s'est limitée à des publications dans des magazines. Et lui, quand il est arrivé, je crois qu'il a mis la barre très haute. Il a d'abord eu l'opportunité de faire son stage au studio Hergé en Belgique. Et il a sorti un premier album vraiment de type professionnel. Moute Mapeka, après La vie est belle de Papa Wemba. Et donc après, il était à l'origine de ceux qui ont créé ce festival, le premier en Afrique, le Festival africain de la bande dessinée. Et donc il joue un rôle central. Il a l'initiative de beaucoup de projets. Sa tête fourmille de projets. Il a toujours de nouvelles idées à chaque fois. Et je suis ravi de travailler à ses côtés. On a beaucoup échangé, on a beaucoup travaillé. On a fait des voyages en Afrique où, comme moi, il a dispensé beaucoup de stages. Donc, c'est une référence. Quand on parle de bande dessinée africaine, on ne peut pas ne pas parler de Barli Barouti. Ça, c'est évident. Donc, vraiment, lorsqu'on parle de l'industrie culturelle congolaise, Barli Barouti, il est atypique.
parce qu'on le retrouve dans plusieurs disciplines, comme je venais de le citer, mais beaucoup plus, d'ailleurs certains lui attribuent, ce qui n'est pas faux non plus, hein, on lui attribue la paternité de la bande dessinée en République démocratique du Congo déjà dans les années 80 et autres. Il se distinguait déjà, je crois, en 1984, si je ne m'abuse, il avait déjà reçu un prix de la bande dessinée. Et puis au fil des temps, il a commencé justement à se perfectionner, à se faire connaître, parce que lui, natif de Kisangani où il est né, évidemment, il a participé à un concours qu'il a emmené en Europe, et puis il a œuvré également avec certaines grandes figures européennes de la bande dessinée. Donc, je pense que Barli Barouti, c'est quelqu'un à qui on doit cette paternité de la bande dessinée, parce qu'il a des grandes œuvres. Il a d'ailleurs même participé à de nombreux projets en Europe. On a par exemple Kouakou, on a Salasao, où ses illustrations ont été mises justement dans ces bandes dessinées qui sont de grand renom au niveau européen et international également. Avec des concours et tout ça, je suis arrivé en Europe. Eh bien, j'ai fait ce que je devais faire, ça veut dire continuer mon travail. Si je n'ai pas fait, par exemple, comme certaines personnes, vous quittez l'Afrique, vous arrivez en Europe, vous commencez à faire autre chose pour survivre avant de... Non, 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 moi je suis resté dans la bande dessinée, je n'ai jamais changé. Bien sûr, il y a les corollaires hein, tout autour, donc je faisais de la peinture, je faisais de la musique, mais la bande dessinée était mon activité principale et il fallait s'affronter avec les autres. Vous savez, quand vous êtes en Europe, par exemple, on a beau dire que il faut juste du talent, mais il faut aussi beaucoup de personnalité parce que pour ce que un Européen fait en Europe, vous venant d'ailleurs, vous devez faire 2 fois plus pour que vous soyez au même niveau. Donc, vous devez vraiment bosser. Et j'ai été accepté là-dedans et aujourd'hui, j'ai fait partie des auteurs. Des auteurs, voilà, je fais partie des auteurs européens qui existent, tout en gardant ma particularité africaine. Vous savez, il n'y a personne qui va vous dire vous étiez amateur, maintenant vous êtes professionnel. Ça vient avec les temps, ça vient dans la douleur, ça vient en travaillant. C'est vrai que j'ai pu avoir quand même beaucoup de chance de rencontrer des aînés tels que Bob Demore. Ça, c'est quand j'étais au studio RG, le studio RG chez Tintin, donc Tintin et Milou. Donc j'ai fait mon stage là-bas. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. J'ai fait mon stage aussi un peu au journal Tintin. Et bon, j'ai rencontré mes idoles qui étaient là-bas et ça m'a donné beaucoup de chance. Et avec le temps, vous commencez à publier et on vous dit, ça c'est quelque chose qui est déjà très professionnel. Ce qu'ils vous disent, c'est quoi? C'est qui? C'est les lecteurs, d'abord. Parce que nos patrons, ce sont les lecteurs. Je suis un peu obligé de vous montrer ceci. Voilà, ça, c'est Mouta et Mapeka. C'est une bande dessinée que j'ai faite quand j'étais au studio RG en tant que stagiaire. C'était à 87. Donc aujourd'hui, ça fait un certain temps. Et les gens sont restés là-dessus. C'était mon tout premier album. C'est ce qu'on appelle Les péchés de jeunesse. Et j'ai sorti cet album, Mouta et Mapeka, La voiture, c'est l'aventure. 38 ans plus tard, je viens de me rendre compte que non seulement c'était mon premier album, mais c'était aussi le premier album dans les normes professionnelles d'Afrique centrale. Et là, il n'y a personne qui va le contester parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les critiques d'art. Et c'est ressorti en 2025. Puisque la première édition avait une couverture un peu plus souple avec Afrique Édition à l'époque. Et ça, c'est une réédition qui est sortie l'année dernière, en 2025. Et pour moi, c'est une bande dessinée. J'ai un attachement particulier pour cette bande dessinée. Parce que c'est justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour moi la première bande dessinée congolaise qui m'a vraiment frappé de par la qualité
du dessin, la narration, les couleurs, la mise en page, l'édition même. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est une BD congolaise, mais qui ressemblait à une BD faite en Europe, et voilà. Et l'humour, l'histoire, voilà quoi, c'était extraordinaire. Mauta et Mapeka, ce binôme-là, ils ne se ressemblent pas, mais pourtant, bon, ensemble, ils forment un binôme qui marche, avec plein d'humour. Une aventure dans la forêt avec une voiture, des éléphants. Voilà, pour moi, pour l'enfant que j'étais, c'était extraordinaire, quoi. Et encore aujourd'hui, quand je lis cette BD, je replonge un peu dans cette enfance-là et je la lis toujours comme cet enfant des années 80 que j'étais et rien n'a changé, quoi. Donc voilà. 38 ans plus tard, c'est ressorti. Et ça a toujours le même succès. Ça veut dire que ça mérite d'être au firmament des œuvres, des ouvrages de la bande dessinée. Et ça entre dans l'annale de la bande dessinée africaine. Évidemment, on ne les sort pas comme ça. Il faut passer par tout un processus. Et le processus, j'avais une équipe, un éditeur qui commençait aussi, c'est Afrique Édition, qui commençait. Et ils ont cru en moi. J'ai sorti d'abord La voiture, c'est l'aventure, mais en même temps, j'ai travaillé pour le cinéma et là, j'ai ressorti aussi Papa Wemba Viva la Musica. Ça, c'est mon deuxième album. C'est une BD qui nous a beaucoup marqué aussi, parce que là encore, c'était une première. C'était une première, en tout cas pour moi, dans ce sens que il y avait Barli Barouti, j'ai dit tout à l'heure que c'était déjà pour nous un modèle, une icône, il nous faisait rêver. Puis d'un autre côté, il y avait Papa Wemba. Et Papa Wemba, ce chanteur connu, qu'on voit en tant que personnage de bande dessinée, je ne sais pas ce que vous imaginez, si vous arrivez à imaginer ou à comprendre l'effet que ça peut faire à un enfant, à un jeune enfant, de voir un musicien, une icône comme Papa Wemba, représenté dans une bande dessinée. Vous savez, quand on est jeune, on perçoit les choses avec beaucoup d'émotion, vous imaginez quoi. Et donc c'était une claque. Déjà il y avait Mauta et Mapeka, puis il y a La vie est belle. Suivre Papa Wemba comme ça, dans des cases de bande dessinée, c'est comme si on était vraiment avec lui. Voilà, c'était. Et je pense même que c'est par là aussi que on peut dire que Papa Wemba, il est 100% star, il se disait 100% star. En tout cas, je pense que beaucoup de gens ont accepté cela, de par le fait qu'il a été à la fois musicien, il a été peintre, il a été acteur de films, il a été personnage dans une bande dessinée. Et donc voilà quoi, non, La vie est belle, en tout cas, c'est une BD, c'est un classique. Le projet du grand film La vie est belle, il est appelé pour être également acteur. Seulement dans le casting, on se rend compte que voilà, il n'avait pas ce qu'il fallait pour être on l'appelle comme un bon acteur. Alors du coup, puisque c'est quelqu'un qui a de la matière, c'est quelqu'un qui est assez intéressant, que de le jeter, que de le rejeter, on lui a plutôt fait une proposition de participer autrement dans La vie est belle. Plus comme étant acteur carrément en plein tournage, mais on lui a donné un autre rôle qui n'était pas des moindres. C'est-à-dire à chaque site, à chaque plan où étaient tournées des scènes, Barli Barouti avait la grande tâche justement de, si vous voulez, du branding, c'est-à-dire ce qui devait être enfant, la salle, l'aménagement, comment cela devrait se présenter. C'est en fait la tâche que Barli Barouti a finalement eue. Donc il quitte de ce côté où il devait être acteur dans le film, mais il a plutôt pris ce côté-là où on lui a donné cette charge, où c'est lui qui devait avoir les endroits où on devait tourner La vie est belle, un peu le branding, tout ce qui devait se faire. Et c'est dans ce contexte-là justement, et c'est d'ailleurs même ça, en fait, lui donner ce rôle n'était pas péché justement contre son profil parce que c'était un illustratif, il était dans ça, BDiste et autres, et donc c'est également ça la contribution, la pierre qu'il a apportée dans ce grand film international, mondial aujourd'hui, qu'est La vie est belle. De Kinshasa à Bruxelles, son parcours s'est construit à force de détermination. Son passage au studio RG constitue une étape marquante de sa formation.
Mais au-delà des prestigieuses rencontres, c'est surtout sa persévérance, sa curiosité et sa capacité d'adaptation qui lui permettront de se faire une place durable dans un milieu particulièrement exigeant. Pourtant, malgré les distinctions et les accomplissements, Barli Barouti considère que le travail reste immense. Observant l'évolution du paysage artistique congolais, il se réjouit de voir émerger à Kinshasa une nouvelle génération de BDistes talentueux. Pour lui, cette dynamique représente une opportunité de consolidation et de rayonnement dont les fruits pourraient bientôt profiter à l'ensemble du secteur. Je sais qu'il y a énormément de talents en RDC, énormément de talents. Non seulement les gens de ma trempe, tels que des gens comme Tembo Cash, les gens comme Assim Babati, les gens comme Kizito, Jason Kibisha, Alain Paluku, il y en a tellement. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui monte. On a des gens comme Almata, donc il y en a tellement, Nous avons vraiment une pépinière. C'est pas pour rien que bientôt, vous allez voir, en septembre 2026, cette année, Kinshasa va être déclarée officiellement capitale africaine de la bande dessinée, au même titre que Ouagadougou pour le cinéma ou Bamako pour la photographie. Quand on pose la question, est-ce que vous vivez de votre art? Je réponds toujours, je n'en meurs pas. C'est tout ce que je leur ai dit. Parce que c'est d'abord la passion. Pour rien au monde, je vais déposer mon crayon. Pour rien au monde. Il faut aimer ça. Je ne serai jamais riche, mais je serai riche dans le cœur. Et je vais enrichir les gens qui vont me lire. Alors globalement, il est dans la ligne claire, ce qu'on appelle la bande dessinée, la ligne claire, qui vient justement de la bande dessinée franco-belge. Et c'est normal parce que nous avons cet héritage du fait de la colonisation, les Belges qui ont apporté cette culture de la bande dessinée. C'est tout à fait normal qu'on soit dans cette lignée-là. Donc ce type de mimétisme est permis. Et encore une fois, je dis c'est pas un complexe, donc c'est juste un héritage de l'histoire. Et donc il est dans cette lignée-là de la ligne claire. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il maîtrise aussi bien le réalisme que le dessin humoristique. Il est très à l'aise, il fait très bien des BD d'aventure, des polars. Il a sorti plusieurs titres, notamment chez Glénat, je pense, qui sont des polars. Il y en a d'autres qui sont des BD humoristiques tout simplement, des BD d'aventure, des BD historiques. Donc il a vraiment une approche transversale du monde de la bande dessinée, quoi. Donc en cela, je le salue vraiment. Il fait aussi bien le style humoristique que le style réaliste. Ce qui nous a permis de collaborer, puisque personnellement je fais le deux styles. Je suis dessinateur réaliste et humoristique. Et donc, de ce côté, il est vraiment incollable. Il passe d'un style à un autre. Et c'est un excellent peintre. Il peint aussi. Et c'est pas tout. Il joue aussi à la guitare, il chante. Ce que moi, je ne sais pas faire. Moi, si je peins aussi, je dessine aussi de manière réaliste et humoristique. Barli, il va encore plus loin. Il joue à la guitare et il chante. Aujourd'hui encore, alors que sa réputation n'est plus à démontrer, son regard demeure tourné vers la transmission. Pédagogue de formation, il considère l'art comme un outil capable de transmettre des valeurs, de préserver la mémoire et de restituer des vérités historiques souvent méconnues. À travers ses créations, il cherche à raconter l'Afrique depuis l'intérieur, en proposant des récits qui participent à la construction d'un imaginaire plus juste et plus valorisant pour le Congo, pour l'Afrique et pour ses peuples. Quand on commence à faire la bande dessinée, on commence d'abord par copier et imiter. À un moment donné, on commence à se dire qu'on doit laisser quelque chose. Alors à ce moment-là seulement, on prend conscience qu'on doit commencer à communiquer. Or,
la bande dessinée, c'est le 9e art. C'est aussi un moyen, un mode d'expression. Par la bande dessinée, il est plus facile de communiquer, plus facile de faire passer des choses. Parfois, on peut parler des choses très sérieuses tout en blaguant. C'est un peu, je pourrais dire, le syndrome de Molière. Donc, on parle des choses sérieuses, mais on parle des animaux, on fait des anecdotes comme ça, mais on rigole, il y a de l'humour, il y a l'esthétique, mais on parle des choses sérieuses. Moi, je crois que j'essaie de... Je m'inspire un peu de ma vie, de tout ce qui se passe autour de moi, mais surtout de ce qui s'est passé dont on ne parle pas aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a dit que l'Afrique va raconter ses histoires à travers ses filles et ses fils. Et je crois que pour l'instant, j'en suis là. Ça, c'est vraiment mon combat. C'est de dire, je dois parler de l'Afrique en profondeur et de l'intérieur. Un artiste, par essence, est patriote. Et de tout ce que nous avons fait ici, il y a beaucoup de choses que les gens découvrent sur mon pays en lisant mes albums. Et c'est très important pour moi. Tout dernièrement, il y a eu un concours qui s'est passé autour, quand on parlait de 100 ans de la mort de Lumumba, Lumumba aurait eu 100 ans, et il y a eu des concours qui sont faits. Moi, j'étais dans les jurys. Voilà, ce sont des choses qui ne doivent pas rester dans les oubliettes. Je suis partant pour tout ça. À l'heure où l'intelligence artificielle bouleverse de nombreux secteurs créatifs, Barli Barouti adopte une position nuancée. S'il reconnaît l'impact croissant de ces nouvelles technologies, il estime néanmoins que l'essence de la création artistique demeure profondément humaine. Selon lui, aucun outil ne peut totalement remplacer l'intention de l'artisan, la sensibilité du regard ou l'émotion qui accompagne le geste créateur. Car derrière chaque trait de crayon se cache une expérience, une histoire et une vision du monde qui appartiennent d'abord à l'artiste. Oui, mais à propos de l'IA, je rigole parce que tout ce qui est automatique n'est plus de l'art. L'artiste, on le verra toujours par son coup de crayon. L'artiste, on le verra toujours. L'IA, jamais l'IA ne va commencer à créer. L'IA ne crée pas. L'IA ne fait que prendre des choses qui existent et en faire quelque chose. S'il n'y avait plus d'artistes dans ce monde, l'IA n'existerait plus. Alors, les gens qui veulent s'attarder sur l'IA, au lieu de l'utiliser, parce que moi aussi j'utilise l'IA, au lieu de l'utiliser à bon escient comme un outil, il y a des gens qui laissent l'IA prendre leur place. Et c'est dommage. Et je le plains. Vous savez, l'artiste ne meurt pas. Et puis, un artiste ne ment pas. Les talents ne mentent pas. Je suis conscient que j'ai déjà fait quelque chose. D'autres personnes me diront si je l'ai fait en bien ou pas. Mais je crois que j'ai laissé des traces. Je vais vous relever quelque chose, et vous êtes peut-être le premier à qui je révèle ça. Je suis en train de mettre en place ce qu'on appelle Barli Barouti Academy. Donc, c'est un centre qui va perpétuer mon œuvre. Et ça va s'appeler Barli Barouti Academy. Parmi les choses qui m'ont marqué, c'est d'abord le fait d'avoir été au studio Hergé. Parce que c'était un rêve pour nous. Aller là où Tintin a commencé, c'était vraiment un rêve. Je suis arrivé à le faire. J'ai côtoyé mes idoles. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Bon, mes idoles, c'est quoi? C'est comme des gens comme Bob Demore, des gens comme Herman, c'est des gens comme tout simplement des gens comme Kim Young-jin. Donc il y a énormément de gens que j'ai rencontrés, que je rêvais de rencontrer, je les ai vus. Alors au niveau local ici,
J'ai vu Mongo Sissé, on a parlé. J'ai vu Denis Boyao, les deux vraiment que leurs âmes reposent en paix. J'ai collaboré avec Papa Wemba dans le film La vie est belle. J'ai été invité par mon grand frère Gangoura Moïse et Benoît Lamy. Donc ça fait partie des choses qui sont restées gravées. Et puis j'ai été invité par le président de la République, Monsieur Fachi, qui m'a invité pour que j'offre un cadeau au roi des Belges. Donc cela a été fait en 2022. Il m'a appelé, j'étais en Belgique. C'est le président lui-même qui m'a appelé pour dire « Venez offrir un cadeau au nom du peuple congolais au roi ». Donc je suis venu et j'ai... Bon, mais il n'était pas... C'était le couple royal, bien sûr. Donc j'ai pu le faire. J'ai remis un cadeau, et bien c'était de la bande dessinée. C'était une œuvre assez unique, c'était une planche qui retraçait les rapports entre la Belgique et le Congo depuis les temps. Ils ont apprécié et le couple présidentiel et le couple royal. C'était vraiment, c'est quelque chose qui est resté gravé. Je voudrais ici m'adresser aux jeunes qui veulent faire la même chose que moi. Ils doivent savoir quelque chose. Sur les 100% qu'il faut pour aller vers quelque chose, vers un objectif, arriver à atteindre son objectif, eh bien, sur les 100%, il y a 80% de patience, de persévérance. Les talents n'interviennent que pour 15%. Et le reste, c'est les dons de soi. Mais on doit prendre 80% où la persévérance joue, où le travail harassant joue. Voilà, ça c'est important.